faudra juste jouer de la caméra. Parce que il faut jouer de la caméra. Tu ne tournes plus. Attends, je l'ai mis à l'envers. C'est bon, c'est fichu. Ça va mieux, hein, tout de suite. Ah, tu m'avais pas vu ça. Bah si. Mais non, quand je suis revenu vendredi. Ah ouais, bah là, je savais pas que... Ouais. Ah non, j'ai fini, je suis parti à 3 heures. Alors, faut parler On bien. fait un micro tous les deux, Florence. Faut parler bien près de vos micros. Essayez pour vous. Pas de soucis. Parce que la pointe est vraiment en haut. Hein. Ça, c'est juste pour masquer la technique. On fait un micro tous les deux. Merci d'avoir suivi la matinale depuis 7h. Très bonne semaine une nouvelle fois. À demain entre 7h et 9h. Elle reprend du service, Florence Sueur et toute son équipe toute cette semaine. Bonjour Florence. Bonjour Christophe. Ravi Bonjour de à vous tous. retrouver. Merci beaucoup. Vous avez un superbe teint. Hein. Ah bah magnifique. Vous êtes parti encore sous les cocotiers. Eh ben oui, c'est le soleil d'Angalébin, tout simplement. Ah oui, c'est Et la classe. le reflet du lac. C'est le luxe. Semaine spéciale, mais même dans les prochaines semaines aussi, nous allons accueillir les élections municipales. Elles se rapprochent à grands pas. On reprécise, le premier tour c'est 15 et deuxième tour 22 mars. 22 mars, voilà. À partir d'aujourd'hui, la campagne municipale démarre en fait officiellement. Tous ceux qui sont candidats à l'élection de maire eh bien, sont les bienvenus au bar de l'économie. On les accueille tous les matins à partir d'aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, on va faire une émission spéciale sur la fonction de maire, puisque j'ai la chance d'avoir avec moi 3 maires, dont 2 repartent en campagne. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir le directeur de l'Union des maires du Val d'Oise, Philippe Tissier, grâce à qui d'ailleurs on a organisé cette émission. Très bonne émission, Florence. Et à très vite sur IDFM Radio Anguin. À demain pour moi à partir de 7h. Ça, c'est fait. Allez, vas-y. Retourne chez ta mère. Allez, amusez-vous bien. Hein. Merci, bonne journée. Bonne émission. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec toute l'équipe du bar de l'économie. Ça y est, les vacances scolaires sont terminées, donc nous voici de retour. Bienvenue au bar de l'économie. Alors effectivement, aujourd'hui, émission spéciale donc sur la fonction de maire. Oui, aujourd'hui démarre la spéciale municipale 2020 puisque toutes les listes doivent déposer, tous les candidats doivent déposer leur dossier de liste d'ici le 27 février, c'est donc à la fin de cette semaine. Et donc à partir du 2 mars, vous saurez exactement qui est candidat à la fonction de maire dans votre commune. Et c'est pourquoi aujourd'hui on fait une émission spéciale sur la fonction de maire, émission qu'on a organisée avec l'Union des maires du Val d'Oise et son directeur général, Philippe Tissier, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le directeur de l'Union des maires du Val d'Oise. Vous leur apportez des conseils juridiques, de la formation également. Vous faites aussi l'université des maires du Val d'Oise. Et puis vous pouvez les former sur plein de sujets. On va en reparler tous ensemble, car aujourd'hui on se pose la question, faut-il des compétences pour devenir maire? Si oui, lesquelles? Est-ce plus difficile maintenant qu'il y a 20 ans ou même qu'il y a 6 ou 12 ans? Alors pour nous suivre, eh bien sûr la FM 98.0 et la web radio idfm98.fr, mais aussi rejoignez-nous sur Facebook, la vidéo live, et vous pourrez suivre nos invités du jour qui vont répondre à toutes ces questions. Et pour cela, j'accueille tout de suite Françoise Norman. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes devenue maire de Beauchamp en 2017 suite aux élections anticipées du fait de plusieurs démissions dans la majorité de Francine Oxys à Beauchamp. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous repartez en campagne, on parlera bien sûr de votre campagne et puis vous répondrez à toutes les questions que l'on se pose. À nos côtés, Daniel Fargeau, bonjour. Bonjour Florence. Daniel, vous êtes un habitué de l'émission, vous êtes maire d'Andilly, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, délégué à l'économie. Vous étiez venu justement nous parler en fin d'année dernière de l'économie de Plaine-Vallée et comment elle se développe. Et puis vous êtes aussi le président de l'Union des maires du Val d'Oise. Vous repartez pour un 3e mandat, on en parlera donc tous ensemble dans quelques minutes. Et puis, merci beaucoup. Et puis à nos côtés, Jean-Marie Fossier, bonjour. Bonjour Florence.
Vous étiez aussi venu nous voir il y a quelques mois pour parler de la commune de Louvres et puis de l'écoquartier qui est en train de se construire à Louvres. Vous avez recueilli 59,82%, c'est important de citer les virgules. Vous aviez recueilli presque 60% des suffrages. Mais vous avez décidé par contre, vous, de ne pas vous représenter, donc ce serait intéressant de savoir pourquoi. Vous gérez une commune de 11 000 habitants, donc c'est pas rien. Vous avez créé 3 000 logements, et donc on en parlera ensemble parce qu'il y a bien sûr beaucoup de choses qui vont avec l'accueil d'un nouveau public. Mais avant de, bien sûr, vous poser toutes ces questions sur les fonctions de maire et sur vos éléments de campagne ou non campagne, eh bien l'info du jour, comme d'habitude. Alors tout d'abord, le département du Val d'Oise, tout comme la région Île-de-France, vous propose de les retrouver au Salon international de l'agriculture qui dure jusqu'à ce dimanche 1er mars 2020. Le Val d'Oise est un gros département, gros département agricole. Et les produits en Île-de-France, eh bien, il y a plus de 1400 références et bientôt un plan régional de l'alimentation et de l'agriculture en Île-de-France va se mettre en place car on veut se mobiliser en faveur des produits et des pratiques toujours plus responsables. L'Île-de-France entend bien construire une relation durable entre ses habitants et ses agriculteurs. Et d'ailleurs, on voit sur les marchés qu'il y a beaucoup d'agriculteurs producteurs qui vendent eux-mêmes leurs produits. Donc il faut aller sur ces marchés. Je vous rappelle que le Salon de l'agriculture est un moment de rencontre privilégié où on peut aussi retrouver et faire connaissance pour les enfants avec des animaux parce que bien entendu, les habitants des villes eh bien, ne savent même plus ce que sont les animaux gérés par nos agriculteurs. Alors, le Salon de l'agriculture, eh bien, parlons-en. Un tiers des agriculteurs doivent partir à la retraite d'ici à 3 ans, donc ça va être un gros bouleversement dans la méthode de production et on en a besoin. Si certains accusent les agriculteurs français d'être des pollueurs de sol, je cite, de l'eau ou de l'air, des empoisonneurs ou des tortionnaires d'animaux, les Français comprennent aussi leurs difficultés et se posent beaucoup de questions après l'échec des négociations sur la PAC à l'Europe où le budget européen est en cours de discussion pour la période allant de 2021 à 2027. À Bruxelles, la France demande le maintien du budget de la politique agricole commune puisqu'elle reçoit chaque année plus de 9 milliards d'euros, mais la sortie du Royaume-Uni devrait entraîner une baisse de ces aides européennes, pourtant cruciales pour ces agriculteurs. Alors sur l'exercice 2014-2020, eh bien, la PAC représentait plus de 410 milliards d'euros de dépenses de l'Union européenne, qui comptait encore 28 membres, soit 36% de l'enveloppe totale. Le départ du Royaume-Uni va amputer de l'ordre de 75 milliards d'euros le budget communautaire sur la période donc des 7 ans à venir. La Commission européenne propose de diminuer le budget de la PAC pour financer les politiques dites entre guillemets modernes comme la lutte contre le changement climatique, la sécurité ou la migration au détriment des politiques traditionnelles comme l'agriculture ou la cohésion des territoires. Le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, suggère une enveloppe de 329 milliards d'euros, soit une baisse de 80 milliards d'euros. Qu'en pense la France? Eh bien, que du mal. Emmanuel Macron ne veut pas qu'on touche, bien sûr, au budget de la PAC. Il faut dire que le plus gros bénéficiaire, eh bien, c'est la France. Alors, on va poser la question à Jean-Marie Fossier, car Jean-Marie Fossier, vous avez des fonctions à la FNSEA et donc vous êtes quand même bien au courant. Oui, tout à fait. Je suis avant tout agriculteur et j'ai exercé quelques responsabilités professionnelles, que ce soit sur le plan départemental ou sur le plan régional. Alors, le sujet de la PAC est évidemment un sujet important, c'est un sujet technique qui est évidemment pas forcément maîtrisé par tout le monde et même par les agriculteurs eux-mêmes. La difficulté aujourd'hui, elle est de deux ordres. La première, concernant ce budget que vous avez évoqué, et notamment cette diminution qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accord trouvé à Bruxelles, avec évidemment une contribution importante des Anglais qui ont quitté, les Britanniques qui ont quitté l'Europe très, très récemment. Il faut donc retrouver un équilibre budgétaire tout en conservant ces soutiens qui sont absolument nécessaires eu égard aux résultats que connaissent aujourd'hui les agriculteurs, quelles que soient les filières et quelle que soit la taille des exploitations. Puis le deuxième sujet qui est peut-être un peu plus
franco-français, mais c'est ce qu'on appelle communément maintenant l'agribashing. Et cette situation que vous avez évoquée aussi, de suspicion du monde agricole, avec des propos qui sont parfois assez violents, et pas que des propos, puisqu'il y a aussi des actes importants que l'on peut constater sur l'ensemble du territoire, avec, pour nous en tous les cas, la nécessité d'expliquer encore plus les modalités, l'exercice de notre profession, et d'ouvrir davantage encore nos exploitations pour expliquer comment nous travaillons et comment nous avons déjà fait une grosse partie du chemin dans le sens d'une agriculture tout aussi performante, mais de plus en plus propre. Et on en a besoin des agriculteurs parce qu'il faut rappeler que hormis le fait qu'ils nourrissent la France, ils nettoient également le territoire. Grâce à eux, c'est quand même un gros travail. Et les Français s'inquiètent également du fait que les agriculteurs, beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à avoir un salaire décent. C'est ce qui ressort donc. Et puis des suicides, il faut quand même parler aussi, c'est énorme. Oui, il y a un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours, ce qui est un problème qui est porté par l'ensemble de toutes les structures professionnelles, quelles qu'elles soient, avec une attention particulière pour les situations, notamment des plus jeunes qui se retrouvent souvent face à des situations d'endettement très très importantes, et puis un manque de visibilité, et puis un manque de reconnaissance. Tout ça cumulé fait que nous nous retrouvons dans des situations humaines qui sont souvent extrêmement compliquées. Est-ce que la solution, ça ne serait pas de faire beaucoup plus de ventes directes finalement qu'est-ce qui dit, est-ce de se regrouper, comme font certains déjà d'ailleurs, de se regrouper pour faire des coopératives de vente directe? Alors, il y a un certain nombre d'hypothèses et il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Pour autant ce qu'on appelle les niches de production sont toutefois limitées, et on ne peut pas imaginer que le modèle unique soit la production locale avec de la vente directe. Je rappelle quand même que la France a une vocation de production et une vocation exportatrice. On a du mal parfois à mettre en parallèle un Airbus et puis un cargo de blé, mais la réalité est là. La France a une vocation de production et a une vocation exportatrice, que ce soit sur les pays de l'Union européenne, mais aussi sur les pays tiers. Et puis il faut rappeler qu'on a de magnifiques produits de qualité avec des normes quand même importantes. Et donc on a des produits qui sont très appréciés. Ça, il faut peut-être le rappeler aussi. Oui, bien sûr, on a une diversité de production, y compris dans notre département. Une diversité de production avec beaucoup de normes, beaucoup de traçabilité, avec des exigences qui sont tout à fait évidentes et nécessaires sur le plan sanitaire. Et on peut aussi parfois remarquer que ces exigences de traçabilité et de normes ne sont pas toujours les mêmes dans d'autres pays. Voilà, donc il faut que les Français fassent aussi aillent jusqu'au bout de leur pensée, et quand ils achètent quelque chose, qu'ils réfléchissent d'où vient le produit qu'ils achètent. Ça fera peut-être mieux, ça améliorera sans doute le niveau de revenus des agriculteurs. D'ailleurs, en tant que maire, j'ai envie de vous poser la question à tous les trois. Est-ce que vous, pour la cantine par exemple scolaire de vos écoles, est-ce que vous allez, comme le font certains, imposer des produits locaux? Françoise Normal. Oui, tout à fait. C'est prévu d'ailleurs dans notre cahier des charges, le circuit court à privilégier. Et depuis le 1er janvier, nous avons augmenté le pourcentage d'aliments bio dans nos cantines, qui s'élève maintenant à 50%. Nous espérons encore améliorer ce pourcentage, mais il faut tenir aussi compte de nos finances. Merci Françoise Normal, je rappelle que vous êtes maire de Beauchamp. Daniel Fargeot. Oui, bien écoutez, sans paraphraser ma collègue de Beauchamp, effectivement, nous aussi, nous avons un cahier des charges dans lequel il est spécifié que nous souhaitons que des produits locaux soient servis dans les assiettes de nos jeunes bambins au sein de nos écoles maternelles et élémentaires. Et bien évidemment, on va tendre de plus en plus
vers cette qualité de produit pour effectivement respecter les circuits courts, parce que je crois que c'est important, surtout dans le cadre environnemental qui nous est fixé à tous les échelons, que ce soit départemental, régional, national et international. Il est important que nous puissions aussi répondre chacun à notre niveau, et comme vous le disiez à l'instant, Florence, il est également nécessaire que les citoyens se prennent aussi par la main pour faire le nécessaire et pour appliquer les bonnes pratiques qui sont aussi réalisées dans l'agriculture française, il faut le savoir, puisque je voudrais rebondir un petit peu sur la PAC et sur les exploitations agricoles. Nous avons près de 400 000 exploitations agricoles en France. Et on montre du doigt aujourd'hui un peu trop les agriculteurs, même si effectivement il y a des consignes à respecter. Et je pense que la grande majorité, la large majorité des agriculteurs aujourd'hui sont bien conscients de ces problématiques et font le nécessaire. Alors, il existe toujours des vilains petits canards, et on met toujours les vilains petits canards en avant. Et d'un autre côté, eh bien, ce sont les exploitants dans leur grande majorité qui sont les dindons de la farce, si je peux m'exprimer ainsi, puisque ce sont pour autant les premiers à vouloir respecter les bonnes mesures, les bonnes pratiques. Et je crois qu'il faut faire confiance à l'agriculture française, à notre grenier, puisque c'est quand même cette agriculture qui nous nourrit au quotidien. Et il faut absolument être aussi proche. Alors effectivement, en tant que maire, on a un problème qui est lié à la santé publique. Donc je ne reviendrai pas sur les différents arrêtés qui ont été pris par certains de nos collègues au niveau départemental et national. Et bien évidemment, il faut respecter un certain nombre de consignes, notamment pour les épandages de produits phytopharmaceutiques que l'on appelle vulgairement les pesticides. Et pour autant, les agriculteurs sont bien conscients de ce problème, puisque ce sont les premières victimes si tant est qu'ils ne respectent pas les bonnes conditions d'épandage. Alors, certes, il y a eu des abus, et ces abus, il faut les dénoncer, il faut les condamner, mais ce n'est pas la majorité, et il faut aussi respecter un petit peu les exploitants agricoles dans leur grande majorité. Merci Daniel Fargeau, je rappelle que vous êtes maire d'Andilly, et puis merci beaucoup à Jean-Marie Fossier pour son éclairage sur l'agriculture. Je rappelle que vous êtes maire de Louvres. Autre petite info du jour, eh bien, un rendez-vous si vous voulez bien. C'est demain, le 25 février, à Taverny. C'est Entrepreneur. C'est un événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Ça se déroule de 17h à 20h. C'est au théâtre Madeleine Renaud, 6 rue du Chemin Vert à Taverny. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux chefs d'entreprise d'obtenir en un minimum de temps des réponses sur leurs préoccupations quotidiennes, telles que comment trouver des financements, trouver une aide, comment tenter de vendre à l'international, quelles solutions digitales adopter pour le développement de son activité. Bref, ce sont des rencontres flash avec les acteurs publics locaux du genre la BPI, la préfecture, la Directe, l'APEC. Si vous voulez donc y participer, que vous soyez jeune créateur ou un peu moins jeune, allez-y. Allez sur le site Entrepreneur par Internet, bien. Et puis inscrivez-vous et vous pourrez accéder à différentes tables rondes. Vous verrez des questions vous sont posées. Autre rendez-vous pour cette fin de semaine, c'est les entretiens européens d'Anguin. Réenchanter l'Europe, point d'interrogation. C'est la question qui sera posée ce 29 février à la Pergola Nova de 9h30 à 16h. Plusieurs conférences, bien sûr. La première, il y en a 3, comme d'habitude, comme chaque année. La première, c'est le Brexit, Should I stay or should I go? Voilà, on sait maintenant qu'ils partent, bien sûr. Et là, vous retrouverez donc Robert Frank, professeur émérite à l'Université de Paris 1, John Henley, correspondant au Guardian, Michel Mangenot, directeur de l'Institut européen de l'Université de Paris 8, et Pascal Johannin, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Deuxième question, à 11h30, va-t-il y avoir une armée européenne? Point d'interrogation. Et là, il y aura Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, qui organise cette journée. Jean-Louis Gergorin, professeur à Sciences Po. Jean-Jacques Roy, formation à l'IHEDN. Neil Schmidt, député au Bundestag, porte-parole sur les questions politiques étrangères au groupe parlementaire du SPD. Et Gaël Sliman, cofondateur et président d'Odoxa. Et puis, troisième thème de réflexion, quelle recomposition après les élections européennes? Et là, il y a plusieurs, effectivement, intervenants, mais je n'ai pas les noms, donc je ne peux pas vous les citer. Donc du coup, c'est rendez-vous ce samedi à partir de 9h30 à la Pergola face au lac, au premier étage du bâtiment que vous connaissez sans doute. Voilà pour les infos du jour. On termine les infos du jour avec une petite nouvelle quand même.
C'est ce lundi 24 février, dans 10 départements pionniers. Il est possible de payer ses impôts, ses amendes, la cantine des enfants ou encore la facture d'hôpital chez votre buraliste. C'est ce qu'on appelle le paiement de proximité. 22 bureaux sont concernés ce lundi matin, mais le dispositif va très vite se développer. Et donc, le président de la Confédération des buralistes, Philippe Coy, s'est dit sur RTL très heureux d'être attributaire de ce marché public et de donner plus de proximité aux usagers, qui aura simplement à produire son document administratif qui comportera le QR code pour scanner le montant qu'il doit régler. Alors, on va poser la question à nos maires à nos côtés. Comment ils considèrent ce dispositif? Comment cela va se passer avec les France Services qui vont se développer? Daniel Fargeau. Oui, écoutez, je veux bien prendre la parole. Alors, je reviendrai juste sur le terme buraliste, puisque ce dispositif n'est pas simplement que chez les buralistes qui vendent du tabac, par définition, mais aussi dans les bars ou dans les cafés qui disposent du corner Française des Jeux, puisque c'est via la Française des Jeux que les citoyens pourront s'acquitter aussi, bien évidemment, de payer, comme vous avez dit, il faut toujours payer les impôts, les contraventions, etc., etc. Donc écoutez, je pense que c'est une mesure qui est dans la droite ligne de la réorganisation de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, voulue par Monsieur le ministre, Monsieur Darmanin, de telle sorte de réduire effectivement le nombre de trésoreries, le nombre d'agents aussi, il faut bien le souligner, de 5 à 6 000 agents, de suppression d'agents au niveau des finances publiques pour effectivement réduire très clairement, et la mise en place de ces maisons France Service qui répondront à des compétences, à 9 compétences au moins, que ce soit pour la CNAF, que la CAF, le Pôle emploi, et j'en oublie, la DGFiP aussi bien évidemment, la Poste, la justice aussi. Donc ce seront des maisons qui vont regrouper un certain nombre de compétences et qui permettront aux citoyens, aux usagers de pouvoir être redirigés. C'est un premier accueil, ni plus ni moins, et ensuite d'être dirigés vers les compétences de chacun de ces dispositifs. Alors, c'est une bonne chose en soi. Il faut aussi quand même comprendre que nous sommes dans le numérique aujourd'hui. Nous sommes dans un développement qui est quand même important. Et chacun, via son smartphone, via son PC, peut aujourd'hui avoir son compte fiscal, peut avoir tout un tas de dossiers sur un outil, une tablette. Et bien sûr, pour toutes les personnes, et notamment dans la ruralité, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir, pour des raisons XY, au niveau des connexions, au niveau et du savoir-faire aussi. Donc ces maisons France Service sont des dispositifs qui vont permettre aux usagers de pouvoir se retrouver et de retrouver en un seul établissement un certain nombre de compétences. Il y aura aussi, en dehors de ces maisons France Service, des bus itinérants qui seront financés aussi par la DGFiP. Nous en avons demandé au moins 2, nous, sur le département. Il faut savoir qu'une maison France Service sera accueillie par canton. Nous avons 21 cantons sur le territoire du Val d'Oise, donc nous aurons à minima 21 maisons France Service à horizon 2022. Merci beaucoup pour cette précision, Daniel Fargeau. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des maires du Val d'Oise. Alors, dernière question que j'avais envie de vous poser à tous les trois en tant que maire, c'est la situation de l'Italie frappée par le coronavirus. Donc, on a appris de 14 cas vendredi soir, on est passé à 155 dimanche. Quelques 50 000 Italiens sont priés de rester chez eux. Ils ont interdiction absolue de sortir de leur ville. Et c'est bien la vitesse de propagation du virus qui inquiète, puisque plus de 4 000 personnes ont été contrôlées. Et donc, c'est la Lombardie, évidemment, où on retrouve le plus grand nombre de cas, avec 112 cas. Le gouvernement de Rome a adopté par décret un confinement drastique aux 11 premières villes touchées par ce virus, qui se situe dans un triangle, Codogno, et puis jusqu'au sud-est de Milan, en Lombardie. Alors, les 50 000 Italiens sont priés de rester chez eux et ont interdiction de sortir de leur ville. Et le gouvernement se réserve même la possibilité de mobiliser l'armée s'il le faut. Mais à l'heure du Salon de l'agriculture, la France s'inquiète. Est-ce que vous, si vous étiez maire de Menton, par exemple, vous interdiriez le passage aux frontières? Qui veut répondre? Allez, Françoise. Françoise Norman.
Oui, c'est une question grave, une décision grave. Je pense que on peut pas, à notre niveau, on ne peut pas décider seul. Il faut vraiment être en lien direct avec le gouvernement, avec le ministère. Ce ne sont pas des choses à la légère. Et quand on prend quand on annonce comme cela, ça peut aussi... alors bien sûr, il y a la précaution, hein, c'est important, mais il faut être très soucieux de comment l'information va être donnée, comment elle va être reçue. Qu'est-ce qu'on en fait de cette information une fois que voilà, on dit je veux fermer ma ville, je veux fermer la frontière, etc. Mais qu'est-ce que ça implique derrière? Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui viennent derrière et qui ne sont aujourd'hui pas sérieusement traitées. D'abord, on a trop d'incertitudes sur la manière dont le virus se propage, puisque dernièrement, on a indiqué qu'il y a des gens qui étaient porteurs du virus, mais on ne savait pas comment ils avaient attrapé le virus, et dans quelles circonstances, et à quel moment. Donc je pense qu'il faut être vraiment très sérieux sur ce sujet. Il ne faut pas alarmer la population, mais il faut aussi être très à l'écoute et répondre, même si c'est pas une décision unilatérale qu'il faut prendre, c'est vraiment être à l'écoute de sa population, être à l'écoute aussi des informations qu'on peut avoir et comment on peut les donner. Il y a trop de choses qui circulent à la fois et qui sont dangereuses, hein, on l'a vu dans l'actualité différente, qui circulent à la fois sur les réseaux, donc qui donnent de mauvaises informations, qui alarment les gens. Il y a une panique générale. Les gens vont se trouver reclus chez eux, alors que on ne sait même pas, on n'a pas les informations justes. Donc, on a le rôle, nous, en tant qu'élus, d'être très réservés de l'information qu'on va donner à notre population. Il ne faut jamais faire ça dans un accès de vouloir bien faire, en se disant les bonnes décisions, mais en tous les cas, il faut s'entourer. Quand on prend de telles décisions, il faut s'entourer vraiment de professionnels déjà. Le gouvernement doit jouer son rôle aujourd'hui. Quant à l'information qu'il dispense, je pense qu'il n'y a pas toute la clarté sur cette problématique-là. Et je pense qu'il n'y a pas tout le sérieux nécessaire. En tout cas, nous, les maires, on est vraiment le premier acteur de proximité. Donc, on a toute facilité de donner tout de suite la bonne information. Et je pense que là, les ne sont pas encore au niveau auquel elles devraient être. Est-ce que vous êtes d'accord, Daniel Fargeot et Jean-Marie Fossier? Oui, je suis d'accord avec Françoise. Moi, je répondrai par des questions à votre question. Est-ce à nous d'alerter le gouvernement sur cette pandémie hypothétique que nous souhaitons tous voir éviter? Est-ce à nous de prendre les dispositions ou les précautions nécessaires? Je ne le pense pas. Donc je pense au contraire que le gouvernement doit revenir vers nous, vers les départements, via les services de l'État, via l'ARS aussi, qui est quand même l'Agence régionale de santé, pour programmer un certain nombre de dispositions dites de précaution vers nos populations, sans alarmer, sans alerter non plus de façon incongrue nos citoyens. On n'a pas besoin de ça en ce moment, loin de là. Mais pour autant, il faut quand même prendre très au sérieux ce problème de coronavirus. On le voit un petit peu partout. Des mesures sont prises dans certains pays, alors peut-être des mesures qui sont un peu trop drastiques. Oui, vous pensez à la Russie qui a interdit aux Chinois d'aller venir en Russie. Mais néanmoins, sans tomber dans l'excès, il faut prendre quand même cette problématique très au sérieux. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et vous voyez, j'ai mon directeur juste à côté de moi qui me fait passer son téléphone. 4e décès en Italie, un homme de 84 ans. Alors oui, effectivement, on se rend bien compte quand même que ce sont en plus les personnes quand même plus fragilisées qui résistent moins facilement à ce virus.
je crois que notre nouveau ministre de la Santé, même si celui-ci a fait des déclarations hier soir, doit être beaucoup plus clair et beaucoup plus précis, eu égard à l'importance de cette problématique et de revenir vers les élus que nous sommes, puisqu'effectivement nous sommes les élus de proximité et c'est à nous que revient le fait de prendre en charge les différents dispositifs. Merci Daniel Fargeau. Jean-Marie Fossier, quel est votre sentiment? Je suis évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que l'épidémie, elle est présente sur notre planète. Entre épidémie et pandémie, il y a encore une distance, mais je pense qu'effectivement, ce qui est nécessaire, c'est que tout soit fait dans la transparence et que toutes les informations soient données, à la fois pour avoir une situation précise, exacte, éviter que des propos soient tenus, viennent paniquer la population. La meilleure façon de ne pouvoir ni paniquer, de maîtriser le sujet, c'est la transparence, c'est le suivi avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Nous avons des grands spécialistes en France. C'est nécessaire que tout le monde travaille pour que nous ayons sur le terrain les informations qui vont. Merci beaucoup Jean-Marie Fossier, merci à tous les trois pour vos interventions. On termine les infos du jour avec le débrief sportif du week-end. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que c'est pas facile d'avoir le sourire qui court. On regarde à gauche, on a peur d'être attaqué par le coronavirus. On regarde à droite, on a peur des vidéos qui traînent sur nos téléphones portables. On regarde derrière, on entend parler d'abus sexuels dans le sport. Et si on regardait droit devant nous, le regard fixé sur un bel horizon, le port de tête fier, ça serait pas mal non plus. Bah moi, voyez-vous, depuis samedi soir, j'ai retrouvé le sourire. Je regarde droit devant et je vois plein de belles choses. Un peu comme le 15 de France qui s'est imposé samedi à Cardiff contre le Pays de Galles pour la première fois depuis 10 ans. Les Bleus ont été sans cesse au cœur d'un combat de folie. Ils avaient tout avec eux, le sens de l'abnégation, de la solidarité et du sacrifice. À l'arrivée, une victoire énorme qui laisse ouvert en grand les portes d'un grand chelem que l'équipe de France attend depuis 10 ans également. Et après la défaite de l'Irlande hier à Twickenham, la France est désormais la seule nation capable de remporter le Grand Chelem, c'est-à-dire de gagner tous ses matchs. Oui, on a aimé cette équipe de France pleine d'audace et de panache en début de match, puis cette équipe de France combattante et résistante qui a su s'accrocher jusque dans les dernières minutes pour s'imposer contre le Pays de Galles, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et vainqueur du tournoi l'an dernier avec le Grand Chelem. Maintenant, on a vraiment hâte de revoir ces Bleus dans 15 jours en Écosse pour franchir une marche de plus. Et gagner en Écosse n'est pas un obstacle insurmontable. Alors, on va voir. Et hier, on a vu aussi une magnifique équipe de France en biathlon aux championnats du monde qui se sont terminés hier en Italie. Dans la dernière épreuve, la Mastart, les Français ont terminé aux 2e et 3e places avec Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Et pour vous donner une idée de la performance d'ensemble des Français, ils sont 4 dans les 7 premiers. Alors oui, elle a vraiment belle allure, cette équipe de France, avec son leader, Martin Fourcade, qui mercredi avait remporté son 11e titre mondial en s'imposant dans l'individuel. Je reviens au rugby, mais cette fois sur le top 14. Le Racing s'est incliné à Lyon, mais reste en course pour la qualification à la phase finale. Mais c'est surtout la situation du Stade français qui est inquiétante. Il s'est incliné à Bayonne, un adversaire direct pour le maintien en top 14, et n'arrive toujours pas à décoller au classement, et va se battre jusqu'au bout pour se maintenir parmi l'élite. Vous voulez des nouvelles du Paris Saint-Germain? On veut bien. Eh ben, après avoir été battu mardi en Ligue des Champions à Dortmund, après un match très décevant, après avoir fêté 2 jours plus tard plusieurs anniversaires de joueurs durant une soirée bien arrosée, eh bien vous savez quoi, il a essayé de jouer au football hier soir. Oui, mais essayez seulement, hein, car les Parisiens ici, bien sûr, se sont imposés contre Bordeaux, 4-3 au Parc des Princes, mais c'est une victoire en trompe-l'œil. D'abord, le PSG a encore une fois encaissé beaucoup trop de buts, puis son capitaine Thiago Silva est sorti du terrain avec une blessure musculaire à la cuisse, qui n'est jamais bon signe, et enfin, Neymar a été expulsé en fin de match. Alors non, la soirée n'a pas été bonne pour le PSG, qui n'a rassuré personne. Il lui reste 3 matchs pour se remettre la tête à l'endroit, avant la rencontre retour contre Dortmund, qui sera le grand carrefour de la saison. La seule bonne nouvelle, c'est le 200e but marqué par l'attaquant uruguayen Edinson Cavani. Pour terminer, il faut saluer la très belle victoire en boxe de l'anglais Tyson Fury, qui est devenu champion du monde des poids lourds,
en battant hier le tenant du titre américain Deontay Wilder par jet de l'éponge à la 7e reprise. Voilà, Florence, vous savez tout presque. Le sport arrive encore et toujours à nous donner des émotions et nous faire oublier nos soucis quotidiens. C'est quand même pas mal. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et à très vite. Vous supportez l'OM, vous, hein? Pas du tout. Non, comme tout bon supporter du PSG, je déteste l'OM. Bon, ça va, Voilà. nous sommes d'accord. C'était éteint le micro. Ludovic Beyer, Gypsy Wagon. Jazz Manouche. Qui est-ce qui est là jeudi? Vendredi, moi, Jacqueline a demandé à ce qu'on inverse. Oui, c'est un spécial chimie avec Jacqueline. C'est un spécial chimie. Est-ce que tu reviens jeudi Je sais pour pas la qui, cuisine? voilà. Comment? Il fait bien chaud ici. Il fait très chaud. Ah ouais, Tu veux une Fenêtre, Mais certainement. Merci, cher ami. Vous avez eu de la chance, hein, je vous ai pas parlé de la vidéo, vous avez vu? Si on veut que le coronavirus s'en aille, T'as bien fait. Laquelle hein? Bah laquelle celle dont tout Je le ne l'ai monde pas se vue. moque. Non mais je plaisante. Je l'ai vu moi. Ah oui? Ah bon? il ne Je peut l'ai que vu moi, parce qu'on m'a le appelé l'après-midi, on me dit Ah oui. Florence, t'as vu la vidéo? Ah, je vais pas. Filmé. Oui, oui, je sais bien. Ouais. Non, non, moi je l'ai vu, puisqu'on m'a appelé, j'ai tout de suite été, on m'a dit, on m'a donné le chemin d'accès, donc, ah bah effectivement, ouais, c'est... Tu pourras m'envoyer le lien? lien, s'il te Mais ça plaît? n'existe plus, Ah bon? elle n'existe plus cette vidéo. Mais qui, je moi. sais que toi, tu l'as enregistré, toi. Oui, elle a enregistré. Oui, mais non, je ne l'ai pas enregistré, j'ai pas le réflexe, moi. Allez, bonne émission. Mais je connais Merci. des gens qui l'ont Merci. enregistré, ouais. Au revoir. Ah bah, il y en a pas. jeudi, à Vous jeudi. voyez dans les Faire du émissions chantage. humoristiques, Toi, qu'est-ce jeudi. que ça fait sans cause. Bah, ouais. À jeudi, mon grand. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est le pouvoir. Ouais, enfin, c'est pas les réseaux sociaux, hein. Si le mec il s'était un C'est peu carrément, discret. Bien enregistré. Oui, mais j'assume, s'il avait été un peu discret sur sa vie Bon, je privée. reviens. Voilà. Non, mais faut pas. Ah, mais tu sais, on sait, point de hein, départ, quand on il est fait bien une là, connerie hein. comme ça, de toute façon, Attends, on sait à un moment ou un autre que il ça va espère arriver. tard quand même, hein. Enfin, voilà, donc s'il est naïf à ce point-là, c'est dramatique. Ouais. Bon. Pensons à nos agriculteurs. Plus important, ça. Bon, 30 secondes, tu vas prendre la relève. Hein. Elle est partie là. Hein. Je sais pas où elle est, mais. Moi, je vais mettre un deuxième morceau. Aussi. Non, elle va arriver. 30 secondes, elle va arriver. Ah ben, moi, s'il n'y a plus rien, je vais remettre autre chose. 15 secondes. C'est un deuxième morceau, alors son je vais au toilette, moi. C'est comme tout motard, il faut prendre maintenant. Donc, un bien là. Merci. Combien de temps, quoi? Là, j'ai relancé un morceau. T'as bien fait. Non, 30 secondes. Allez, on y va. Attends, 30 secondes, c'est là. Bon, ben on y va, là, c'est rouge. Où c'est rouge. Allez, on y va. Demandez si Nous voici de retour au bar de l'économie après cette jolie pause musicale où on vous a fait entendre du jazz manouche avec Gypsy Wagon de Ludovic Meyer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet du jour. Faut-il des compétences pour devenir maire? Si oui, lesquelles? En faut-il plus qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 6 ans ou même 12 ans? Oui, pour répondre à ces questions, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Françoise Norman, maire de Beauchamp, Daniel Fargeau, maire d'Andilly, et Jean-Marie Fossier, maire de Louvres, et puis le directeur de l'Union des maires du Val d'Oise, Philippe Tissier. Alors, première question finalement, eh bien, faut-il des compétences pour devenir maire? Pourquoi s'engage-t-on en fait? Qui veut répondre? Françoise Norman peut-être, puisque vous avez, je rappelle que vous avez été élue en 2017. Oui, élue depuis 2017 maire, mais j'ai 25 ans de mandat d'élu à Beauchamp. Donc c'est déjà une longue expérience d'élu. Oui, alors ça fait bien sûr appel à des compétences, ça, évidemment. Des compétences, je dirais, de bon sens. Je crois que les élus ont besoin de bon sens pour leur action. Des compétences aussi concernant le fonctionnement des collectivités. Je pense que là,
effectivement, le volet formation, je pense que vous allez en parler tout à l'heure, mais c'est important de bien connaître le fonctionnement d'une collectivité. L'envie aussi, la passion, je pense que ce qui nous guide pour être maire, enfin en tout cas un bon maire, c'est la passion, c'est d'aimer les gens, c'est d'être au service de sa population, d'avoir une vision globale de la commune, c'est-à-dire on a une vision de tous les secteurs, de toutes les thématiques qu'on doit aborder, qui sont quelquefois complexes, telles que les finances, l'urbanisme. Donc là, il faut absolument avoir ou acquérir en tout cas des compétences dans ces domaines-là qui font partie du développement de la commune. Donc voilà, pour moi, les compétences, elles sont là, elles sont l'écoute aussi par rapport à sa population. C'est important de sentir ce que souhaite, même si on sait très bien qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes, notamment par rapport aux finances, par rapport à l'urbanisme, au développement de la commune. Donc il faut être attentif, il faut être ouvert aussi. C'est important de ne pas se fermer par rapport aux évolutions possibles et être toujours professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être maire si on n'est pas professionnel. On nous demande de tout savoir sur tout. Et c'est vrai que ça, c'est pas trop possible. Mais si on a un petit peu, je dirais, de temps et un peu d'intelligence aussi, quand même, il en faut, dans ce cas-là, on arrive à acquérir quand même un certain nombre de facultés nécessaires à l'exercice de notre mandat. On va poser la question à tous les maires qui sont présents à ce micro. Peut-être Jean-Marie Fossier, on va vous poser la question, quelles compétences pour vous faut-il pour être maire? Et puis pourquoi vous vous étiez engagé à l'époque? Alors je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question. Pourquoi s'engager? Les réponses sont évidemment très différentes selon les uns et les autres. En ce qui me concerne, c'était simplement parce que j'avais envie peut-être d'être utile, cette notion d'engagement, de service, avec à l'esprit quelque chose qui est important, qui est le service public, c'est-à-dire intervenir auprès de nos habitants, avec peut-être aussi la possibilité d'apporter une certaine vision, et en tous les cas de pouvoir répondre à des problématiques d'aménagement, de développement de la ville. Donc c'est, en ce qui me concerne, alors il y a peut-être aussi un petit peu d'atavisme familial en ce qui me concerne, puisque mon grand-père a été maire pendant 22 ans de Louvre, mon père a fait un mandat d'adjoint, alors peut-être qu'on y trouve aussi là une certaine réponse, et puis c'était aussi pour moi une autre réponse sur des engagements que j'avais eus sur le plan professionnel, sur le plan agricole, et c'était pour moi le temps peut-être de passer à autre chose, et donc de mettre à la disposition des habitants en tentant de leur apporter modestement à la fois ma vision des choses et puis quelques expériences que je pouvais avoir dans un autre domaine. Alors il faut dire que vous gérez une commune de 11 000 habitants, vous avez lancé un écoquartier, mais finalement aujourd'hui vous avez décidé de ne pas vous représenter, vous par contre. Alors on a envie de vous savoir pourquoi. Alors, on n'a pas encore tout à fait les 11 000 habitants, et puis le projet d'écoquartier s'inscrit dans la durée, puisque les 3 000 logements qui sont prévus trouveront leur finalité dans les années 2030 ou 2035. Alors effectivement, j'ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. C'est une décision que j'ai prise déjà l'année dernière, je l'ai annoncé au mois d'avril 2019. Alors il y a toujours tout un tas de raisons qui font qu'on prend ce type de décision. En ce qui me concerne, il y a au moins trois raisons. La première, c'est une raison professionnelle. Comme je vous l'ai dit, j'ai une exploitation agricole qui a beaucoup souffert de mon absence pendant ces dernières années. Lorsque
sommes en mairie entre 50 et 70 heures par semaine. C'est quand même relativement compliqué de pouvoir avoir du temps pour faire tourner sa propre entreprise. Donc mon entreprise est fragilisée et souffre de mon absence. Et je pense qu'une de mes responsabilités, c'est aussi de reprendre cette exploitation et de l'amener à bien. Et on parlait tout à l'heure de la transmission, aussi dans un souci de transmission. L'autre raison, elle est à la fois familiale et personnelle, et un peu pour les mêmes raisons. Un engagement pareil fait que lorsque vous êtes très présent, et c'était mon choix, c'est en tous les cas l'engagement que j'avais pris auprès des Lupariennes et des Lupariens, bien vous êtes obligé de mettre entre parenthèses votre vie personnelle. Je faisais un compte assez rapide. En 7 ans, j'ai pris 40 jours de congé et moins de 15 week-ends par an de disponibles. Lorsque vous cumulez tout ça, le jour, la nuit, c'est quand même une charge importante. Et puis ensuite, et pourquoi pas le dire aussi, parfois un sentiment de solitude ou d'abandon de l'État. Lorsque vous portez des projets comme ceux que nous avons pu porter à Louvre, on a besoin d'être soutenu. On ne peut pas simplement nous dire c'est bien, monsieur le maire, vous avez raison, vous construisez et c'est bien, vous avez raison de construire, mais qu'ensuite, lorsque nous avons besoin concrètement sur le terrain, notamment sur l'aspect budgétaire, eh bien, on fait le constat qu'on a quand même du mal à être suivi. Ce qui est emblématique pour moi, c'est l'annonce qui avait été faite du versement de ce qu'on appelle l'aide aux maires bâtisseurs pour les communes qui, comme Louvre et d'autres, plein d'autres, répondent à un besoin qui est évident, qui est nécessaire de construction dans un secteur qui en a absolument besoin. Et lorsque vous partez dans cette aventure avec des choses qui sont actées, le fait de découvrir que finalement eh bien, ce qui vous a été promis ne vous sera pas accordé, c'est extrêmement pénalisant, c'est choquant et ça finit par être démotivant. C'est-à-dire que là, vous nous dites que le Grand Paris Aménagement vous dit « Ok, c'est bien, magnifique vos projets de déco-quartier », mais finalement, ce que vous dites, c'est que derrière, les budgets pour tout ce qui va autour de la construction de ce nouveau quartier ne sont pas là et donc l'État fait défaut, c'est ça ? Alors, ce n'est pas directement Grand Paris Aménagement. Grand Paris Aménagement n'est que l'aménageur de la ZAC sur la base d'un budget qui a été arrêté, qui a été voté il y a une dizaine d'années. C'est ensuite l'accompagnement de l'État en tant que tel qui ne nous aide pas forcément. Prendre un autre exemple très simple. Nous sommes partis de façon volontariste pour la construction de cet écoquartier où nous avons acté le fait que nous réaliserions 30% de logements sociaux. Aujourd'hui, le rythme qui nous est imposé, ou que l'on s'est imposé nous-mêmes de construction, ne nous permet pas d'atteindre l'obligation de la loi SRU des 25% de logements sociaux. Alors on est à 22, 23, 21, ce qui n'empêche qu'on est sujet quand même à ce qu'on appelle pudiquement le prélèvement de solidarité, qui est en fait purement et simplement une espèce de punition en disant vous n'avez pas 25% de logements sociaux, donc on vous impose une amende. Absolument. Donc, et ça, c'est pas négociable. Et bien jusqu'à présent, ça ne l'a pas été, alors peut-être que ça le deviendra, mais pour l'instant, j'avoue humblement ne jamais avoir réussi, avec les préfets successifs, à obtenir un mode dérogatoire. Et ça, quand vous êtes volontariste et que vous construisez, et c'est pas facile, lorsque vous portez un projet de construction, de doublement pratiquement du nombre de logements sur votre commune, imaginez bien que les habitants qui sont là depuis longtemps, on ne voit pas forcément ça d'un très très bon œil. Il faut donc le porter, on l'a porté politiquement tout le temps et on continue à le porter, mais il faut aussi qu'il y ait des accompagnements, sinon on n'y arrive pas. Après c'est le financement des équipements publics, construire c'est bien, mais nous avons construit un groupe scolaire de 18 classes, une crèche de 60 berceaux, mais aujourd'hui maintenant il faut aussi poursuivre avec des équipements sportifs, avec des équipements de mètres carrés sociaux, avec un certain nombre de choses qui deviennent compliquées. Alors si vous rajoutez en plus un certain nombre de contraintes, parce que vous êtes autour d'une gare dont on considère que la qualité de desserte est suffisante,
mais que la loi Mandon s'applique en disant on va construire que 0,5 places de stationnement par Oui. logements sociaux, Vous étiez venu en et parler à ce une micro. place pour c'était tous les autres une logements. demi-place de parking, ça C'est ça. donnait. C'était- Donc on s'était dit que c'était... Concrètement, vous vous retrouvez dans une situation qui est ubuesque, puisqu'il n'y a pas assez de places de stationnement créées, il n'y a pas assez de place sur l'espace public, et les gens qui s'installent se retournent vers qui? Ils se retournent vers le maire en disant vous construisez, mais vous ne faites pas de parking. Donc tout ça, au bout d'un moment, finit par user un petit Par peu. lasser et par user. En disant, voilà, on peut Alors, passer à autre chose. Donc on revient aux compétences de maire. Finalement, est-ce qu'avec l'Union des maires, est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous regrouper justement pour être plus fort et négocier avec l'État ces fameuses amendes quand on voit qu'il y a de l'intention derrière? Daniel Fargeau. Oui, Florence, effectivement, c'est le but aussi de l'Union des maires, d'être au plus près de l'ensemble des maires. Nous sommes 184 sur le département. Et nous recensons effectivement les différents problèmes de nos collègues et nous les remontons auprès de nos instances étatiques et nous avons quand même de très bonnes relations avec les services aujourd'hui du préfet, avec la DGFiP, j'en ai parlé tout à l'heure, mais néanmoins il est toujours très difficile puisque eux-mêmes ont des engagements à respecter vis-à-vis du gouvernement. Et il est complexe aujourd'hui d'arriver à ses fins. Mais dans le cas de notre collègue de Louvre, effectivement, c'est un point très important qu'il faut mettre en avant, puisqu'on lui impose quelque part un écoquartier avec un doublement de logement, et ça porte à conséquence dans la gestion quotidienne, dans la réalisation, vis-à-vis des administrés qui effectivement voient d'un très mauvais œil ces nouveaux logements, ces nouvelles constructions arriver, et à un moment donné de se dire mais que fait le maire? Que fait le maire pour nous? Alors que quelque part on est obligé de répondre aux dispositions de cette fameuse loi SRU aussi, et je suis bien concerné par le problème. Pour autant, je pense que le nouveau préfet en place sur le département est beaucoup plus à l'écoute, ainsi que le préfet délégué pour l'égalité des chances, que je rencontre régulièrement. Et ils sont conscients des efforts que nous réalisons les uns et les autres en vue de répondre à cette loi SRU, qui est quand même une loi assez particulière, puisque ces logements sociaux, on est toujours sur une courbe exponentielle. Donc plus vous construisez de logements en accession, par exemple, ou vous acceptez des constructions de maisons individuelles par ailleurs, vous êtes toujours contraint de réaliser plus de logements sociaux, même si à un moment donné, vous allez atteindre cette fameuse barre des 25% qui nous avait été imposée lors du gouvernement précédent. La question est de se dire à quel moment cela va s'arrêter. On ne peut pas toujours continuer à aller en avant. Pourquoi? Puisque derrière, il y a les équipements publics à réaliser, qui sont très coûteux. Vous avez parlé d'une école, vous avez parlé d'une crèche, on peut parler de parking, on peut parler d'équipements sportifs, mais de salles des fêtes. Mais cela est coûteux et derrière, nous n'avons aucune aide financière de la part de l'État, je dis bien. La région et le département nous accordent un certain nombre de subventions par rapport à des projets bien définis, mais au niveau de l'État, rien. Donc, qui doit payer derrière? C'est le citoyen. C'est le citoyen de la communauté, de la collectivité où s'installent ces fameux logements. Donc à un moment donné, on se retrouve encore d'autant plus pressurisé financièrement parlant, sachant que par ailleurs, nos dotations de l'État ne font que baisser chaque année. La taxe d'habitation, on en a déjà parlé, mais moi je maintiens que le retour du bâton sur la taxe d'habitation pour les communes, avec un fameux coefficient correcteur, va diminuer les ressources financières. Et d'ailleurs aujourd'hui, la commission des finances qui travaille à l'Assemblée sur ce point n'est pas en mesure, avec Bercy, de nous donner les tenants et les aboutissants de la conséquence de la suppression de la taxe d'habitation, qui rentre dans des critères financiers autres et qui nous permettaient jusqu'alors de bénéficier de certains calculs de dotation plus favorables que ceux qui nous seront accordés demain. Alors quand on se pose la question de quelles compétences faut-il pour être maire, Jean-Marie Fossier, vous dites que vous, l'usure fait que vous ne vous représentez pas. Est-ce qu'on est soutenu par son équipe en même temps lorsqu'on est maire? Qui veut prendre la parole là-dessus? Est-ce que l'équipe a un rôle à jouer? Françoise Norman. Alors, en fait, oui, pour moi c'est très important. J'ai toujours fonctionné en équipe, par ailleurs, dans mes précédents mandats, etc. Mais je trouve que sans une équipe, le maire, il est isolé. Il est isolé d'abord de la réalité. Il faut être absolument en lien avec son équipe. Il faut savoir déléguer aussi. Donc pour cela, il faut bien s'entourer.
Nous avons basé vraiment notre campagne de 2017 sur un renouvellement avec une équipe. Pas seulement un maire. Un maire, bien sûr, c'est un chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre, il doit de temps en temps, comme disait Herbert von Karajan, lâcher la baguette pour laisser l'orchestre suivre la musique. Et je pense qu'il est évidemment important d'avoir une équipe. Alors, bien sûr, au début, quand on commence un mandat, on est très enthousiaste, il peut y avoir des lassitudes tout au long du temps. Et puis même, je dirais, des personnes qui changent d'activité professionnelle, qui déménagent, etc. Mais en tout cas, quand vous avez un noyau dur, un noyau important, de personnes qui sont localement investies déjà dans les associations, ça c'est très important. Des personnes qui sont visibles, qui ont donné du temps, parce que mes camarades ont souligné aussi, notamment le maire de Louvre, l'investissement que nous donnons. Le temps, oui, le temps. Le temps que l'on consacre, ces journées, ces soirées, ces week-ends, pour que la population aussi voit que nous sommes effectivement le premier élu de proximité et celui qui est le plus atteignable, je dirais, et le plus ouvert vis-à-vis de sa population. Et évidemment, on se tourne vers lui quand on a un souci. Le quotidien, c'est ce qui rythme aussi notre vie. Et donc, c'est effectivement une équipe. C'est important pour déléguer parce que vous devez voir tous les domaines. Vous avez une vision de l'ensemble, la globalité, c'est-à-dire dans quel sens on va orienter nos projets. Il faut les mettre en adéquation aussi avec la commune, parce qu'on peut dire, voilà, je vais faire des projets, nous, on s'est vraiment attaché, et encore là, maintenant, sur le programme que nous allons présenter à nos électeurs, on s'est attaché à proposer des choses qui sont réalisables. C'est pas du futur, c'est pas... enfin, du futur, oui, parce que on met du temps quand même à réaliser. Les maires bâtisseurs, c'est... Voilà, moi je me suis toujours attachée à quelque chose qui soit concret. Pas de grandes phrases qui veulent rien dire, qui sont très généralistes et puis qui finalement ne touchent pas le quotidien. De la population. Donc, alors justement, parlons-en du quotidien, parce que vous, lorsque vous êtes devenu maire, vous avez rencontré un problème de taille, c'est les empreintes toxiques auxquelles Beauchamp doit faire face. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé et comment ça se passe maintenant. Alors, sans revenir, c'est un peu long et je pense que ça n'intéressera pas beaucoup nos auditeurs. Mais c'est vrai qu'en 2007, le maire de l'époque avait souscrit des emprunts qui n'étaient pas toxiques à l'époque, bien sûr, des emprunts qui ont été proposés par la banque, par Dexia, qui prêtaient depuis peut-être plus de 20 ans, 20-25 ans aux collectivités. Donc il n'y avait pas, franchement, beaucoup de maires ont pris ces emprunts en se disant, parce qu'ils étaient assez attractifs à l'époque, ils ont fait confiance, ils étaient de 2 points en deçà des taux d'intérêt qui étaient pratiqués à l'époque. On leur disait l'emprunt toxique, l'emprunt à taux fixe. Donc vous voyez, déjà là on mentait. Parce qu'au bout de 3 ans, ces taux-là, ils se sont envolés du fait des subprimes de 2008, l'effondrement du monde financier à cette époque. Donc forcément, ça nous obère encore les finances, puisqu'on a une dette de 30 millions d'euros, donc c'est important. On a un taux d'endettement par habitant qui est 4 fois supérieur à la moyenne. Puisqu'on peut dire de notre strate, c'est plutôt 800 euros en moyenne, 800 et quelques, enfin presque 900, presque 900, 880, je ne sais pas les derniers chiffres, mais en tout cas, nous on est à 3500
Hein. Donc voilà. Alors, Donc vous avez- même si on a une aide de l'État, parce que l'emprunt a été renégocié, enfin, si je puis dire, il n'a pas été renégocié pour moi, puisqu'on a dit, oui à une banque, la SFIL, hein, qui a proposé de sortir de l'emprunt toxique, indexé sur le franc suisse, avec une soulte de 17,2 millions pour un emprunt de 6,5 millions initial. Donc, on a dû réemprunter à l'époque 22 millions, donc aujourd'hui on a 30 millions de dettes, qui nous obèrent les finances pendant à peu près encore au moins 12 ans, sans en avoir recours à l'emprunt. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos investissements que nous faisons sont liés à notre capacité à économiser, donc à dépenser moins ou à dépenser mieux. Donc bien évidemment, on peut investir, mais pas emprunter. Donc on a, je dirais depuis quelques années, on a mené là une politique qui a été commencée par le maire précédent d'économie. Bon. Nous, on a continué. Aujourd'hui, on est à 7 millions de capacité d'autofinancement. C'est la meilleure de notre communauté d'agglo par habitant. Donc aujourd'hui, on peut être fier de ce que nous faisons. Cela étant, on a rationalisé et on va rationaliser. C'est les questions qu'on se pose. Tout maire se pose cette question-là parce que dans le budget, ce qui pèse beaucoup, c'est la masse salariale. Mais il est important aussi de rendre des services. Donc il faut quand même un minimum d'agents pour rendre des services à la population. La population, je pense que certains l'ont dit, qui ont dit aujourd'hui, ils sont en attente. Ils demandent tout au maire. Hein. Le service public, c'est effectivement notre rôle. Donc aujourd'hui, les crèches, c'est notre rôle parce que c'est un service public. Les femmes travaillent, hein, 80%, plus de 80% dans l'Île-de-France en tout cas. Donc il faut faire garder les enfants. Donc c'est une priorité aussi hein, pour les collectivités. Mais cela coûte cher. Donc il faut équilibrer tout ça. Donc mutualiser, mieux gérer. En fait, il nous faut aussi des capacités de management, parce que c'est pareil, ça évolue. Autrefois, il y avait les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont évolué, ils se sont professionnalisés. Donc ce sont des agents sur lesquels on peut s'appuyer également. Donc j'ai un petit peu étendu la question que vous m'avez posée, mais en tout cas, l'esprit d'équipe, nous l'avons, à tel point que moi, sur mes affiches, je ne suis pas en grand sur mes affiches. J'ai mon équipe, je suis au milieu de mon équipe. Je ne suis pas toute seule sur une affiche. Ça a été notre choix en 2017, parce que l'erreur du maire précédent a été de s'isoler, justement. Il faut faire très attention à ça. C'est pas facile de gérer une équipe avec des personnalités différentes, avec des envies différentes, avec un engagement aussi qui peut être différent. Mais il faut être à l'écoute de tous et il faut savoir bien s'entourer. Le maître mot, je dirais, c'est écouter son équipe, bien s'entourer. Hein, il ne faut pas avoir peur de s'entourer. Certains, peut-être autrefois, parce qu'ils avaient peur, parce que, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cela. Si on est leader, si on écoute, si on sait prendre les décisions tout en étant consensuel, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr, je ne dis pas que tout est facile, mais en tout cas, c'est ce sur quoi nous, on travaille, en tout cas dans la collectivité. Et depuis 2 ans, je dirais notre campagne, elle n'a pas commencé hier, hein, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est en campagne. Finalement. Oui, finalement. Parce que nous, on avait le challenge de faire en 2 ans, prouver ce dont on était capable, plutôt qu'en 6. Donc vous voyez le challenge. On reviendra sur la campagne dans quelques minutes. Si vous voulez, on va poser la question à Philippe Tissier et à Daniel Fargeot sur, justement, vous avez parlé de 2 sujets très importants, l'urbanisme, les finances. Est-ce que là, vous faites des sessions de formation, Philippe Tissier notamment, on ne s'improvise pas maire hein, sur ces sujets-là. C'est très complexe, comme disaient les 2 maires qui se sont exprimés à ce sujet. Alors, effectivement, Florence, permettez-moi de rappeler que les collectivités ont certaines compétences. C'est-à-dire la région a des compétences légales. Le département a des compétences légales, qui ont d'ailleurs été rationalisées il y a 2 ou 3 ans. Mais le maire, la commune, elle a la clause
générale, la clause de compétence générale. C'est-à-dire que le maire, comme ça a été dit par le président et puis par les deux autres maires de Louvres et de Beauchamp, ils doivent répondre à tout. Ils doivent être omniscients en permanence et sur tous les sujets. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui, quand vous partez en campagne, d'avoir une idée précise de ce que vous aurez à faire. Alors effectivement, après, il y en a qui partent avec de l'entraînement, c'est un peu comme les sportifs. Il y a ceux qui sont entraînés, il y a ceux qui le sont moins, il y a ceux qui sont les bleus. Et il faut à un moment ou à un autre se former. Alors, ça fait un certain nombre d'années malgré tout que les maires peuvent se former. Il y a des budgets spécifiques dans les budgets municipaux. D'ailleurs, je ne peux que le déplorer, mais les maires eux-mêmes et les élus eux-mêmes ne puissent pas, à mon sens, alors c'est pas parce que je suis formateur, que je suis agréé, que l'Union des maires est agréée, d'ailleurs au passage, nous sommes le seul établissement agréé de formateur des élus dans le Val d'Oise. Mais c'est pas parce que nous avons cette activité de formation que nous le déplorons. Moi je le déplore parce que, effectivement, si on met en corrélation cette compétence, cette exigence et puis cette absence de formation, certaines personnes se retrouvent peut-être parfois un petit peu seules, isolées. Alors après, effectivement, nous avons mis en place un certain nombre de formations. Depuis que je suis arrivé à l'Union des maires, donc j'ai mis en place ces formations. J'ai obtenu l'agrément en 2006, soutenu toujours par les présidents et par le conseil d'administration. Et aujourd'hui, nous avons un catalogue de plus de 50 formations que nous sommes en train de travailler. Alors, je sais que vous avez été sur notre site internet, www.uniondesmairesduvaudoise.fr. Florence, c'est tout. Ceci étant, simplement, vous savez qu'avec la loi Engagement et Proximité qui a été promulguée le 29 décembre, il y a aussi un volet formation qui va permettre aux élus de se former encore plus, avec cette fois des obligations. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'élus ruraux, moins de 3500, alors ruraux 3500, même si on n'est pas forcément un élu rural, à 3500, puisque mon président est maire d'une commune de 2600 ou 700 habitants. Mais pour autant, si vous voulez, c'est une obligation qui s'impose. Pourquoi ? Parce qu'on ne se décrète pas compétent, on ne se décrète pas spécialiste d'une formation. Et donc là, nous allons développer des formations un peu particulières. Effectivement, comme vous l'avez dit, sur le domaine de l'urbanisme et des finances, parce que c'est quand même la clé du secret, mais pour autant, on va aussi faire des formations, par exemple, être adjoint au scolaire, ce qui implique la gestion de la petite enfance, ce qui implique aussi les problématiques de restauration scolaire, parce que lorsque vous arrivez, c'est un milieu assez particulier, tout à l'heure on parlait des circuits courts, il y a un certain nombre de méandres à remonter et il faut être capable, à un moment ou à un autre, de pouvoir se positionner sur des marchés publics, sur de la qualité dans le cadre de l'application de la loi Egalim, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des vraies spécificités. Et donc nous allons, dès le lendemain des élections, proposer des formations un petit peu particulières, spécifiques sur le lendemain, Monsieur le Président. Merci de votre gratitude. Donc dès le mois d'avril, on va dire. On va dire sur le mois d'avril, avril-mai, on va laisser les élus s'installer, prendre les dossiers, mais ceci étant, nous allons proposer quand même un certain nombre de formations un peu plus spécifiques, du style « je suis adjoint à telle fonction » et puis on déclinera. Alors, petite anecdote au passage, une des formations qui marche très très bien, et pour autant, vous allez voir que le sujet n'est pas forcément très très gai, c'est la gestion des cimetières. C'est une formation où nous faisons en permanence le plein, et l'ambiance est excellente parce qu'on a la chance d'avoir un formateur j'entends des rires, mais c'est vrai, on a un formateur qui appréhende le sujet de façon très très humoristique et qui dédramatise finalement un sujet quand même assez triste. Bien sûr, mais enfin, on n'aurait pas pensé que c'était une des formations qui marchait très bien. Moi, j'aurais pensé que c'était plutôt tout simplement le fonctionnement d'un conseil municipal, les pièges et astuces. Alors, quels sont les pièges, vous dites carrément Philippe Tissier ou Daniel Fargeau, je ne sais pas ce qui veut répondre. Écoutez, je veux bien reprendre la parole. Moi je dirais qu'avant de penser à devenir maire, je voudrais revenir sur cette partie qui m'a échappé tout à l'heure. On avait oublié, Florence. Je suis désolée. Comment devient-on maire? Avant de devenir maire, on fait le choix de créer son foyer, sa famille, dans la commune que nous avons également choisie à l'instant T. Et ensuite, qu'est-ce que l'on recherche? C'est le meilleur pour les siens. Donc, et le meilleur pour les siens passe aussi par son environnement, son cadre de vie. Et il est intéressant de voir que certaines personnes souhaitent s'impliquer ou s'investir plus que les autres. On a parlé de bénévolat, on a parlé d'association tout à l'heure, et c'est exactement cela.
et de participer via la vie scolaire. Hein, la maternelle, c'est là où on rencontre d'autres parents, avec des enfants, etc. Et qu'on crée quand même un petit cercle plutôt sympathique. Et ensuite, c'est de pouvoir participer aux différentes actions de la collectivité. Et celles et ceux qui sont effectivement intéressés, impliqués et investis vont pouvoir être sollicités, puisque ceux-là, on va les voir tout de suite. Ils vont sortir du lot quand vous êtes maire, puisque le maire doit connaître quand même, avant tout, ses administrés. Alors, on ne peut pas connaître tous ses administrés quand on est maire de la ville de Paris, j'en ai bien conscience, mais quand on est maire d'une des communes que nous représentons aujourd'hui, on est au plus près, nous sommes dans la proximité. Et c'est là où on va aller vers ces personnes-là pour leur proposer d'intégrer une liste en vue d'une campagne municipale à venir. Et il est toujours très intéressant de voir que les personnes vont pouvoir mettre le pied à l'étrier, découvrir ce qu'est le fonctionnement d'une collectivité et par la suite prendre des postes d'adjoint, de conseiller délégué et bien évidemment de maire. Alors le maire, on se décline pas du jour au lendemain maire, puisque c'est quand même aujourd'hui un vrai métier, c'est une profession pour moi qui n'est pas reconnue bien évidemment en tant que telle. Mais il nous faut avoir multiples compétences, et c'est là où je voulais revenir sur votre question, pour briguer un mandat de maire qui est quand même d'une durée de 6 ans, et c'est un réel engagement pour le candidat, mais aussi pour son équipe. Et travailler en équipe, tu l'as dit tout à l'heure, Françoise, c'est essentiel. Bien évidemment, le maire seul n'est pas bon. Il n'est bon que s'il est accompagné d'une équipe, et pour cela, il faut pouvoir aussi la manager, la fédérer et la rassembler, cette équipe, au quotidien. Alors, ce n'est pas toujours très simple, puisque là encore, j'estime que le conseil municipal, c'est aussi beaucoup de bénévolat par rapport au temps passé. Les indemnités, on n'en parle même pas. Enfin, pour le maire et les adjoints, il y en a, mais elles sont tellement infimes que on ne fait pas ça pour les indemnités financières, et les conseils municipaux n'en ont pas. Donc ce n'est que du bénévolat, et il est important que de fédérer, comme je le disais, cette équipe. Alors administrer une commune, c'est multiples compétences, mais c'est aussi manager du personnel, c'est répondre aux sollicitations diverses et variées, comme aux procédures d'ordre juridique, structurer un budget, participer à la politique de la communauté de communes ou d'agglomération à laquelle nous appartenons, mais aussi être en lien et partager avec le département, la région et l'État. C'est pourquoi les formations sont très importantes, effectivement, pour l'ensemble de la maîtrise de ces compétences, et les commissions que nous formons au sein des conseils municipaux, puisqu'il y a un maire, des adjoints, et chaque adjoint est en charge d'une commission pour travailler en amont avec les services, parce qu'il ne faut surtout pas oublier les services. Une collectivité, des élus sans les services à ses côtés ne peut rien faire. C'est sûr. Voilà. Donc il faut toujours mettre en avant et valoriser nos services, puisque ça c'est quand même une valeur essentielle au bon fonctionnement d'une collectivité. Alors ensuite, effectivement, il faut pouvoir se former, et là l'Union des maires, aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, monsieur le directeur Philippe Tissier, nous sommes les seuls habilités et agréés sur le département pour former nos élus, les élus du territoire. Et j'invite, et c'est ce que je ferai par ailleurs lors de nos différentes réunions avec l'ensemble des maires et des nouveaux maires après les élections, pour former l'ensemble de leurs élus à ces différentes compétences qu'ils vont avoir, pardonnez-moi. Donc un maire qui va déléguer un certain nombre d'adjoints en termes de mission, il va bien falloir que, s'il n'est pas sortant, s'il est nouveau, qu'il acquiert ce savoir, et c'est toujours très difficile, mais c'est fort intéressant. Et vous verrez que bien souvent, et on est là pour en parler, l'équipe, c'est tellement passionnant de servir effectivement nos citoyens, puisqu'on est là, c'est aussi pourquoi nous sommes là, c'est parce que nous aimons les gens. Si vous vous lancez dans la vie locale, politique, sans aimer les personnes, restez chez vous, il ne faut pas venir. Ça, c'est très important, et il ne faut surtout pas faire cette mission pour recevoir des compliments. On le sait tous les uns autour de la table, autour de chacun de ces micros, mais on le fait en notre âme et conscience. Et pourquoi? Parce que nous sommes enclins à vouloir servir l'intérêt général de nos administrés. Alors justement, on voit bien que les plusieurs sujets, Daniel Fargeot, dans ce que vous venez de dire, et ça rejoint ce que disait Jean-Marie Fossier, finalement, on se pose la question, à l'heure actuelle, pour être maire même de petites communes, comment fait-on pour vivre? Puisqu'on voit bien qu'avec Jean-Marie Fossier, qui dirige sa propre entreprise, eh bien son entreprise a souffert pendant ces années d'absence, et c'est pourquoi il ne se représente pas. Alors comment faire? Écoutez, Philippe le seul Tissier. constat déjà qu'on peut faire, c'est malheureusement, on peut le déplorer,
il n'y a pas beaucoup de jeunes maires. Il n'y a pas beaucoup d'élus jeunes. Alors c'est vrai qu'on a eu un article dans un de vos confrères qui a publié les 4 plus jeunes candidats. Pour autant, la majorité des maires, hommes et femmes, sont à la retraite. Donc c'est un constat, c'est aussi peut-être une question d'ailleurs que le législateur devra peut-être aborder un jour. Je note par ailleurs qu'effectivement donc, il y a une volonté du législateur de revaloriser un petit peu les indemnités pour les maires des petites communes, parce que aujourd'hui, pour vous dire, j'ai fait un recensement rapide, je pense que dans le département, on a 2 ou 3 communes où on va avoir du mal à trouver des candidats. Parce qu'il n'y a pas de volontariat pour des petites communes. Voilà. Bon, je pense qu'on arrivera, on travaille de concert avec la préfecture sur ce sujet-là. On devrait y arriver, mais c'est quelque chose qui... la dernière fois, si vous voulez, j'en étais à 1. Là, j'en ai déjà 3. Bon, ceci étant, c'est pas l'arbre non plus qui cache la forêt, puisque l'immense majorité des candidats sont en cours. Il y avait la semaine dernière encore un peu les vacances. Je pense qu'on a jusqu'au 27. Enfin, on a jusqu'au 27. Pour déposer les candidatures. Donc il reste quand même 3 communes en Val d'Oise qui n'ont pas de candidats. Pour l'instant, on avait identifié 3 communes qui pouvaient déposer le sujet. Mais pour autant, donc, ça veut dire qu'on voit quand même bien qu'il y a un décalage entre la population et, je rappelle que le Val d'Oise est un des départements les plus jeunes de France. Et puis on a beaucoup de communes en Val d'Oise, contrairement à d'autres départements de l'Île-de-France qui n'en ont qu'une quarantaine. Alors, effectivement, on est, comme l'a dit le président, on est un département urbain où on a 120, 130 communes de moins de 3000 habitants. C'est d'ailleurs celles pour lesquelles nous travaillons. Et pour revenir un petit peu à la question de la formation et du rôle de l'Union des maires, donc au-delà de la formation, nous assurons aussi un suivi et une écoute quotidienne, quasi, parce que moi, il m'arrive parfois ce week-end, c'est m'arrivé 2 fois, d'avoir le portable qui sonne le samedi ou le dimanche d'un maire qui se retrouve tout seul parce qu'il a une question à me poser. Eh bien écoutez, ce sont pour la plupart des amis, je réponds dès lors que je peux le faire, y compris d'ailleurs lorsque je suis en congé. Bon, si je peux pas, je ne peux pas, mais si je peux rendre service, c'est comme le disait aussi le président, c'est aussi une façon pour nous de servir et d'aimer les gens. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez, la délicate question par rapport à ça, c'est parfois, et Jean-Marie Fossier l'a dit, quand on est maire, on est parfois seul. Et lorsqu'on est seul, eh bien, qui on appelle ? Eh bien, on appelle parfois le directeur de l'Union des maires, parce qu'il a une connaissance du territoire, parce qu'il a une expérience, parce que ça fait 17 ans que je suis directeur de cette association et que j'ai un réseau suffisamment important qui me permet d'ouvrir des portes assez rapidement. Et la solitude, parfois, se combat par cette discussion, cet échange. Bon, alors il s'avère que j'ai aussi un autre képi, c'est que je suis officier de réserve de gendarmerie et que j'ai été formé, moi, à la gestion tactique, stratégique et à la gestion de crise. Donc c'est un plus aussi qui est connu et que les élus usent et utilisent à loisir. Merci beaucoup pour ce commentaire. On va peut-être rappeler plusieurs formations que vous allez donner, si vous voulez bien, Philippe Tissier, à partir du mois d'avril-mai. Donc peut-être on peut dire... de toute façon, la première, le fonctionnement du conseil municipal, règles, pièges et astuces, ça c'est plutôt intéressant, ce sera le 24 avril. Vous allez aussi faire quelque chose sur l'initiation et la pratique des marchés publics le 12 mai, et puis comprendre le fonctionnement d'une communauté d'agglomération le 14 mai, comprendre le droit d'urbanisme le 15 mai. Alors on a bien compris qu'il y a plusieurs sujets phares que vous mettez en avant dès les premiers jours des élections. Alors effectivement, nous nous sommes entourés d'un certain nombre de spécialistes, notamment des avocats ou des professeurs d'université. J'assure certaines formations aussi sur place. Je fais une formation qui est très très demandée, c'est la relation entre l'élu et l'agent. Vous l'avez dit tout à l'heure, le président l'a dit, l'importance entre la collaboration avec les services. Un élu n'est pas un chef de service et un chef de service n'est pas un élu. C'est-à-dire que chacun doit être à son niveau et donc ça c'est quelque chose que je me déplace sur place dans les communes pour initier les élus. Est-ce que les règles se sont complexifiées depuis 20 ans, on peut dire ? Elles se sont complexifiées dans la mesure où effectivement on a déjà multiplié les réunions par 2, puisque avant vous étiez maire, vous aviez vos commissions, le président l'a dit, mais maintenant vous avez une communauté de communes, une communauté d'agglomération, puisque vous êtes obligatoirement membre maintenant d'une intercommunalité, donc déjà on multiplie par 2 les réunions. Quand on est en réunion, on n'est pas en train de travailler sur les dossiers concrètement. Je ne veux pas dire que lorsqu'on est en réunion on ne fait rien, on débat, mais à un moment ou à un autre il faut agir aussi. Et ça c'est compliqué parce que ça participe encore aussi de la difficulté d'être un élu.
vous multipliez le temps de commission par 2, donc c'est en général quand le soir. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que le législateur, alors ça, c'est un petit peu mon coup de gueule, je vais l'assumer, je l'assume. Attention à ton devoir de réserve. Oui, mais je l'assume pleinement. Je pense que le non-cumul des mandats est une erreur. Oui. Une erreur, pourquoi? Parce qu'un élu, un parlementaire qui n'a pas d'expérience d'élu local, de gestion, et quand on est conseiller municipal, on n'a pas d'expérience. Je l'ai été, dans l'opposition, on n'a pas d'expérience minoritaire, on n'a pas d'expérience de la gestion d'une commune. Et lorsque l'on vote un certain nombre de textes à l'Assemblée nationale, on n'en connaît pas forcément les conséquences. Et donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui, à mon sens, a complexifié largement le fonctionnement. Tout à l'heure, le président parlait de la taxe d'habitation. Il va y avoir un corollaire, c'est que le foncier, qui restera le seul impôt, la seule taxe, si vous voulez, qui sera votée par la collectivité, eh bien, elle va augmenter, le foncier va augmenter. C'est quelque chose que les parlementaires n'ont pas forcément vu. Merci Philippe Tissier. Pour finir, il nous reste 3 minutes d'antenne. Je propose à Françoise Norman de nous parler un peu de son programme pour Beauchamp. Alors, quelles Donc en vont 1 être minute vos 50, voilà. enfin non, 1 minute 30 parce qu'on va partager, on va tout partager avec Daniel. Donc oui, je vais être rapide. En fait, bon, il y a des axes, hein, donc les finances, hein, continuer à désendetter la commune, d'être vigilant sur les dépenses et bien sûr d'investir, parce qu'il faut investir, entretenir le patrimoine, faire de nouvelles structures, des nouveaux investissements tels que des écoles, des crèches, etc. Il y a des choses quand même à faire. L'urbanisme, parce que l'urbanisme, c'est le développement de la commune. Surtout que nous, on a une commune qui est très déjà densifiée. Très étendue en plus. Pas très étendue parce qu'elle fait 2,3 km², donc c'est pas énorme, mais c'est surtout qu'on est très densifié. Donc il faut, pour construire, il faut détruire. Voilà. Donc c'est pas notre envie. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est redynamiser et requalifier notre centre-ville qui se meurt, qui n'est vraiment pas très joli. On se demande d'ailleurs quand on rentre de Beauchamp où est le centre-ville. Donc c'est une priorité du mandat, un centre-ville attractif, requalifié, embelli. Donc un cadre-vie aussi par les espaces verts protégés que nous avons fait lors de la révision du PLU, les arbres que nous avons protégés, le patrimoine aussi, les maisons remarquables que nous avons protégées. Tout ça fait l'ensemble du développement que nous souhaitons. Et un sujet très important pour nous, parce qu'on a une très belle zone d'activité, c'est le développement économique. On avait donc 3M, hein, la plus grande usine d'Europe, qui était donc à Beauchamp. Donc c'est pour ça aussi que nous avons beaucoup d'infrastructures, parce qu'on était très riches à l'époque. Cette zone, elle a été donc rachetée par un aménageur avec qui nous travaillons évidemment étroitement. Pourquoi? Parce que à terme, on envisage, enfin donc l'aménageur envisage un retour d'emploi de 2500 emplois. Ah oui, ça va être beau. Donc c'est une très très belle zone qui va rapporter financièrement beaucoup à la commune et qui va rapporter également à la communauté d'Aglo, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le loisir d'en parler, mais en tout cas nous reviendrons. Voilà. Et ensuite, eh bien, la sécurité, évidemment, l'écologie, parce que ça fait partie, on en a parlé, hein, c'est fini. De tout. Voilà. Merci beaucoup Françoise Norman. Vous reviendrez si vous voulez pour reparler de ce programme. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Notre émission s'achève et on vous retrouve bien sûr dès demain. Ce sera Jacqueline Boraz au micro. Merci Florence. Et vous propose de revenir. Désolée, la parole était au fin.